Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et merci d'écouter RTI Semenguang à l'antenne pour notre programme de ce mercredi 18 mars. Dans un premier temps, le journal d'information aujourd'hui présenté par Lisa Dufaux. Ensuite, je vous retrouverai pour le décryptage consacré aujourd'hui au système de prévention des catastrophes à Taïwan qui nécessite des discussions dans le pays. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord, Sasa dans l'émission Les joies de construction qui s'intéresse aux différentes techniques de l'enduit entre Taïwan et le Japon. Pour conclure, les auditeurs qui nous suivent en ligne peuvent également écouter l'émission L'heure des musées de Myrion-Hua. Aujourd'hui, les rythmes saisonniers, le printemps dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal de ce mercredi 18 mars en compagnie de Lisa Dufaux. Et voici les principaux titres. RSF souligne le rôle de propagande de la chaîne télé chinoise CGTN. Le gouvernement taïwanais s'engage à réguler les prix des engrais en cas d'augmentation suite au conflit au Moyen-Orient. Taïwan dit prendre une mesure de réciprocité contre la Corée du Sud. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce mercredi 18 mars. Un article de Reporters sans frontières, publié le 16 mars, alerte sur le rôle de la chaîne publique chinoise CGTN, directement contrôlée par le département de la propagande du Parti communiste chinois, qui constitue, selon l'ONG, un outil majeur de diffusion de la propagande chinoise et de ses éléments de langage, tout en dissimulant les atteintes aux droits humains en Chine. Financée principalement par l'État chinois, l'influence de CGTN s'étend à plus de 160 pays grâce à une diffusion en 65 langues et à un réseau de correspondants présents dans une soixantaine de pays. La chaîne est dirigée par Chen Haixiong, vice-ministre du département central de la propagande du PCC, et est devenue un vaste réseau médiatique international multiplateforme après l'intégration des chaînes internationales de CCTV, la télévision centrale de Chine, en 2016. Elle dispose de centres de production à Washington, Londres et Nairobi et est également très active sur les réseaux sociaux où elle cumule des millions d'abonnés via des comptes multilingues selon l'ONG américaine Freedom House. Selon RSF, les contenus de la chaîne sont étroitement encadrés par des directives quotidiennes du parti, notamment sur les sujets sensibles comme le Tibet, les Ouïghours, Taïwan ou les mouvements démocratiques, avec pour objectif de promouvoir une image positive de la Chine et même de relayer les narratifs d'États autoritaires alliés comme la Russie. Face à ces pratiques, certains pays ont pris des mesures. Le régulateur britannique a retiré sa licence de diffusion et le groupe audiovisuel australien SBS a cessé de relayer ces contenus. Des ONG accusent également CGTN d'avoir diffusé plus d'une cinquantaine d'aveux forcés entre 2013 et 2020. Enfin, plusieurs études montrent que la chaîne renforce le soft power de la Chine en Afrique, en Amérique latine et en Asie, en valorisant ses projets d'investissement et en s'appuyant sur des partenaires locaux, une stratégie qui s'inscrit dans une volonté plus large de Pékin de remodeler l'ordre informationnel mondial, alors que la Chine se classe 178e sur 180 pays et territoires, dans l'index mondial de la liberté de la presse 2025 de l'ONG Reporters sans frontières. Le conflit au Moyen-Orient se poursuit et affecte les exportations de matières premières nécessaires à la production des engrais. Interrogé sur les conséquences possibles pour les prix lors d'une session à la Commission économique du Parlement, le ministre de l'Agriculture taïwanais Chen Junji a déclaré aujourd'hui que le gouvernement prendrait en charge la différence au cas où la hausse des coûts venait à entraîner une augmentation du prix des engrais. Chen Junji a indiqué que Taïwan disposait de sources d'approvisionnement diversifiées et d'un stock important pouvant satisfaire la demande jusqu'en août pour les engrais azotés et jusqu'en octobre pour les engrais potassiques. Toutefois, une hausse des coûts de transport pourrait faire grimper les prix, comme cela avait déjà été le cas pendant la pandémie de Covid-19.
Le ministre a souligné que dans un souci de soutien aux agriculteurs, le gouvernement absorberait les surcoûts éventuels et que le ministère de l'Agriculture proposerait, si nécessaire, des mesures supplémentaires à l'exécutif. La diplomatie taïwanaise a annoncé hier dans un communiqué avoir changé la manière de désigner les ressortissants sud-coréens sur les permis de séjour délivrés par l'Agence nationale de l'immigration de Taïwan. La décision, qui change la mention de nationalité de République de Corée, le nom officiel de la Corée du Sud en Corée du Sud tout simplement, est une mesure de rétorsion prise au nom du principe de réciprocité, selon Taipei, pour protester contre le nouveau système en ligne de cartes d'arrivée, les e-arrival cards, mis en place par les autorités sud-coréennes le 24 février 2025 pour remplacer les cartes d'arrivée en format papier que doivent remplir les voyageurs étrangers en arrivant dans les aéroports sud-coréens. La diplomatie taïwanaise a reçu de multiples plaintes de voyageurs taïwanais qui ont dû sélectionner l'option China entre parenthèses Taïwan comme provenance ou prochaine destination. Taïwan a demandé à plusieurs reprises aux autorités sud-coréennes de corriger cette mention qui, selon Taipei, dégrade le statut souverain de Taïwan, mais en vain. Taipei a ajouté que si Séoul persistait à ignorer sa demande d'ici le 31 mars 2026, Taïwan opérerait le même changement sur les cartes d'arrivée. Une source de la diplomatie taïwanaise a toutefois précisé que le changement concernant les permis de séjour ne concernerait que les personnes faisant une première demande ou renouvelant leur permis de séjour. La présidente de la commission ministérielle des Taïwanais d'outre-mer, Xu Jiaqing, s'est exprimée aujourd'hui devant les députés au sujet de l'objectif du gouvernement d'ouvrir 100 centres taïwanais d'enseignement du mandarin à l'étranger d'ici la fin de l'année. Xu Jiaqing a présenté un rapport d'activité qui liste 6 priorités pour l'année 2026, comprenant la mise en place d'un réseau résilient pour les communautés taïwanaises de l'étranger, afin d'améliorer leur capacité de prévention et de réponse aux catastrophes, ou encore la mise en valeur de centres culturels et éducatifs à l'étranger pour contribuer à façonner l'image de Taïwan dans le monde. La présidente de la commission a indiqué que depuis 2021 jusqu'à la fin 2025, 94 centres d'enseignement du mandarin avaient été créés dans 17 pays à travers le monde, dont 64 aux États-Unis, 20 en Europe, 3 au Canada, 4 en Australie, 1 en Nouvelle-Zélande et 2 au Japon, avant de déclarer que l'objectif de création de 100 centres d'ici la fin de cette année devrait pouvoir être atteint. Xu Jiaqing a ajouté que la création de ces centres s'inscrivait pleinement dans la stratégie industrielle du pays et que, dans le cas d'investissements importants d'entreprises taïwanaises dans une région donnée, l'implantation de centres d'enseignement du mandarin suivrait afin de soutenir ces stratégies d'investissement. Nous avons activement et continuons de planifier la création d'un centre en Arizona, car si le nombre de Taïwanais y était faible par le passé, il a beaucoup augmenté ces dernières années. En cas de création d'un bureau de représentation du ministère des Affaires étrangères sur place, nous pourrons envoyer un secrétaire pour assister le ministère et créer dans le même temps un centre taïwanais d'enseignement du mandarin. Le Kuomintang et le Parti du peuple taïwanais, le TPP, les deux principaux partis d'opposition à Taïwan, ont annoncé aujourd'hui avoir finalisé un accord de coopération en vue des élections locales de novembre 2026. Un communiqué de presse du TPP indique qu'il s'agit d'un accord fondé sur les principes de confiance mutuelle, d'égalité et de pragmatisme qui prévoit la mise en place d'un mécanisme de coopération transpartisan et, je cite, un nouveau modèle de coopération pour la vie politique démocratique taïwanaise qui ouvre la voie à une gouvernance partagée. Le communiqué précise que l'accord comprend 5 points principaux, à savoir une vision politique partagée, un mécanisme de coopération pour la nomination de candidats communs qui se basera principalement sur des sondages d'opinion. Pour cela, les deux parties doivent prochainement créer un groupe de consultation bipartisan pour valider un institut de sondage crédible. Et enfin, l'accord prévoit un mécanisme de soutien mutuel des candidats lors de la campagne électorale et une gouvernance coopérative post-électorale. La Smart City Summit and Expo de Taïwan, qui met en avant les avancées du pays en matière de gouvernance numérique, d'innovation technologique et d'intelligence artificielle, a été inaugurée à Taipei hier. Organisée notamment par la Taipei Computer Association et la Commission nationale du développement, l'événement se tient du 17 au 20 mars dans la capitale, puis à Kaohsiung du 20 au 22 mars avec plus de 2250 stands et plus de 70 forums professionnels.
La vice-présidente Sherby Kim a affirmé que ce salon constituait une vitrine majeure du soft power taïwanais. Elle a rappelé les efforts du gouvernement pour accélérer la transformation numérique et la transition vers le net zéro, notamment au niveau des collectivités locales. L'événement regroupe des représentants de 174 villes de 53 pays, avec plus de 3000 visiteurs étrangers et plus de 250 startups. Le pavillon AI City met en avant le concept d'IA souveraine couvrant toute la chaîne technologique, des infrastructures de calcul aux plateformes et aux applications. Samsung Hu, le président de la Taiwan Smart City Solutions Alliance, a expliqué que les villes intelligentes entraient dans une 4e génération où l'IA devient le cerveau de la gestion urbaine, avec des démonstrations notamment à Tainan et à Kaohsiung. Les applications présentées couvrent la santé, la restauration, la logistique ou encore la gestion des urgences. Selon une étude internationale, le marché de l'IA dans le secteur des villes intelligentes représente 50,63 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre les 460,47 milliards de dollars d'ici 2034. Dans ce contexte, Taïwan ambitionne, selon Samsung Hu, de dépasser son rôle de fabricant de matériel pour devenir un exportateur global de solutions complètes d'écosystèmes d'intelligence artificielle. Le ministre sans portefeuille Chen Shih-chung a annoncé aujourd'hui que les conditions d'éligibilité pour employer une aide à domicile étrangère allaient être assouplies pour aider les familles avec enfants à s'occuper d'eux. Jusqu'à présent, seules les familles d'au moins 3 enfants de moins de 6 ans pouvaient faire une demande pour employer une aide à domicile étrangère, une condition jugée trop restrictive. Le yuan exécutif a donc décidé d'assouplir cette condition et de permettre aux familles avec au moins un enfant de moins de 12 ans de faire appel à partir du 13 avril 2026 au service d'une aide à domicile étrangère avec toutefois une contribution mensuelle, je cite, de stabilisation de l'emploi d'un montant de 5 000 $ taïwanais, soit environ 136 €, soit le double de la contribution générale que payent les employeurs d'aide à domicile étrangère à Taïwan. Chen Shih-chung a expliqué que par ailleurs, afin d'aider les familles avec des membres en situation de handicap ou encore les familles défavorisées, les frais de stabilisation de l'emploi seraient de 2 000 $ taïwanais, soit environ 54 €. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce mercredi 18 mars qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.